J'ai passé 62 ans à essayer d'effacer ce moment de ma mémoire. Mais il revient. Toujours. La pièce glacée, l'odeur de moisi mêlée à la sueur et à la peur. Ses mains tenant mon visage avec une fermeté qui n'admettait aucun refus. Et cette question murmurée, lente, calculée, comme si chaque mot était une lame pressée contre ma gorge. « Tu veux vivre ?» À cet instant, avec mes 18 ans à peine révolus, j'ai appris que certaines questions n'attendent pas de réponse. Elles exigent une reddition, et que survivre, dans cet endroit, ne signifiait pas vaincre. Cela signifiait accepter qu'une partie de moi mourrait de toute façon, et que je devrais porter le poids de ce choix pour le reste de ma vie. Je m'appelle Éléonore Vasselin. Je suis née et j'ai grandi à Rouen, une ville où les cloches de la cathédrale marquaient le temps et où la Seine reflétait les façades anciennes, comme si elles gardaient des secrets que personne n'osait prononcer. Ma mère cousait pour des familles bourgeoises. Mon père travaillait à la gare, portant des valises, réparant des rails, rentrant à la maison avec les mains sales de graisse et la dignité intacte. Nous étions des gens simples, invisibles aux yeux de ceux qui avaient le pouvoir. Mais nous vivions la tête haute, croyant que cela suffisait. Quand la guerre a éclaté en mai 1940, tout a changé en quelques jours. Les Allemands sont entrés dans Rouen comme une vague grise et implacable. Ils ont pris les rues, les bâtiments publics, les places où je jouais, enfant. Ils ont accroché des drapeaux rouges avec cette croix noire tordue qui semblait aspirer la couleur de tout ce qui l'entourait. Soudain, la ville que je connaissais a cessé d'être la mienne. Les voix dans les rues étaient étrangères, les ordres criaient en allemand. Et nous, les Français, nous sommes devenus étrangers dans notre propre terre. J'avais 16 ans quand l'occupation a commencé, assez âgé pour comprendre le danger, trop jeune pour savoir comment m'en protéger. Ma mère m'a rapidement enseigné les nouvelles règles de survie. Baisser les yeux quand un soldat passait, ne jamais répondre avec insolence, ne jamais attirer l'attention. L'invisibilité était prudence. Le silence était stratégie. Mais j'étais jeune. Et la jeunesse ne sait pas disparaître complètement. J'ai travaillé pendant 2 ans en aidant ma mère avec la couture. Je livrais des vêtements dans des maisons désormais occupées par des officiers allemands. J'ai vu comment ils s'étaient installés confortablement dans nos vies, comme si la France était un hôtel de luxe à leur disposition. J'ai appris à marcher dans les rues sans faire de bruit. J'ai appris à mémoriser les visages. J'ai appris que la peur a une texture, une température et un poids. Et j'ai appris que la haine, avalée chaque jour, devient une pierre dans l'estomac qui ne se dissout jamais. Si vous nous écoutez depuis un autre pays, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Savoir que ces mots traversent les frontières nous rappelle que la mémoire n'appartient à aucune nation. Elle appartient à l'humanité. C'est en octobre 1942 que tout s'est effondré. Pas à cause d'un bombardement, pas à cause d'une bataille, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus mortel, une dénonciation. Quelqu'un a dit mon nom. Quelqu'un a pointé ma maison. Quelqu'un a murmuré à un officier allemand que j'étais impliqué dans la résistance. Et ce mensonge, ou cette demi-vérité, ou cette vérité déformée, a suffi pour que tout ce que je connaissais disparaisse en une seule nuit. Ils sont venus me chercher à l'aube. J'entends encore le bruit des bottes montant les escaliers en bois de notre immeuble. Des pas lourds, rythmés, sans hâte, comme s'ils savaient qu'il n'y avait nulle part où fuir. Ma mère s'est réveillée avant moi. Je l'ai entendue murmurer une prière dans la cuisine, la voix tremblante, désespérée, implorant un Dieu qui semblait avoir abandonné la France entière. Quand la porte a été enfoncée, elle n'a pas crié. Elle a juste serré ma main si fort que j'ai senti ses doigts trembler. Un soldat allemand est entré, jeune, avec des yeux vides, et a dit mon nom comme s'il lisait une liste de courses. Éléonore Vasselin, lève-toi, maintenant. Ils ne m'ont pas laissé le temps de dire au revoir. Ils ne m'ont pas permis d'emporter autre chose que les vêtements que je portais. Ma mère a essayé de parler, mais un officier l'a poussée contre le mur avec une telle violence qu'elle s'est cognée la tête et est tombée. J'ai crié. J'ai essayé d'aller vers elle. Mais j'ai été traînée dans les escaliers, jetée dans un camion couvert où d'autres femmes étaient déjà entassées.
toutes jeunes, toutes terrifiées. Aucune ne savait où nous étions emmenés, mais toutes savions que nous ne reviendrions probablement pas. Le voyage a duré des heures. Assise sur le sol métallique froid, sans fenêtre, sans lumière, juste le bruit du moteur et l'odeur d'urine et de vomi de celles qui n'avaient pas pu retenir leur désespoir. Une fille à côté de moi, qui ne devait pas avoir plus de 15 ans, pleurait sans arrêt. J'ai voulu la consoler, mais je n'ai pas trouvé les mots, parce que moi aussi, je mourais de peur. Mon cœur battait si vite que j'ai cru qu'il allait exploser. Mes mains suaient, ma gorge était serrée. Et dans ma tête, une seule question tournait en boucle. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Quand le camion s'est enfin arrêté, nous avons été poussés dehors comme du bétail. C'était la nuit. J'ai vu des lumières vives, de hautes clôtures de fils barbelés, des tours de guet avec des projecteurs qui balayaient le sol comme des yeux de prédateurs. Et j'ai vu le portail. Un immense portail en fer, avec des lettres que je ne pouvais pas lire dans l'obscurité, mais que j'ai découvert plus tard disait « Arbeit macht frei », le travail rend libre, le premier de nombreux mensonges que cet endroit nous vendrait. Nous avons été conduites dans un hangar glacé, nos vêtements arrachés, nos cheveux coupés, nos noms remplacés par des numéros. Je suis devenue prisonnière 18 427. Éléonore Vasselin a cessé d'exister officiellement. Maintenant, j'étais juste un corps, une unité, quelque chose de jetable. Les premiers jours, j'avais encore de l'espoir. Je pensais qu'il y avait peut-être une erreur, que quelqu'un viendrait me chercher, que ma mère trouverait un moyen de me sortir de là. Mais cet espoir est mort rapidement. Il est mort quand j'ai vu ce qui arrivait à celles jugées trop faibles pour travailler. Il est mort quand j'ai entendu les cris venant des bâtiments au loin. Il est mort quand j'ai réalisé que cet endroit n'avait pas été construit pour nous garder en vie. Il avait été construit pour nous vider lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Nous travaillions 12, 14, parfois 16 heures par jour, portant des pierres, creusant des trous, assemblant des pièces de métal dont le but ne nous a jamais été expliqué. La nourriture était une soupe claire de pommes de terre pourries. Le froid coupait la peau comme des rasoirs. Et les gardes nous observaient avec un mélange d'indifférence et de cruauté désinvolte qui était plus terrifiant que n'importe quelle violence explicite. Parce que pour eux, nous n'étions pas humaines. Nous étions des numéros, des problèmes, des choses. Mais le pire n'était pas les gardes ordinaires. C'était lui, le commandant. Je vois encore son visage quand je ferme les yeux. Grand, blond, des yeux clairs comme la glace, un uniforme impeccablement ajusté. Il marchait dans le camp comme quelqu'un se promenant dans un jardin. Toujours calme, toujours maître de lui, et toujours en train d'observer, de choisir, de décider qui vivrait un jour de plus, et qui ne le ferait pas. C'était un matin de novembre, en 1942, lorsque j'ai entendu mon numéro être appelé. 18 427. Une voix sèche, sans émotion, sortant du haut-parleur métallique fixé au mur du baraquement. Mon cœur s'est arrêté. Toutes les prisonnières savaient ce que cela signifiait. Être appelé individuellement, ce n'était jamais bon signe. Cela voulait dire interrogatoire, punition, ou pire. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes, le souffle coupé. Les autres femmes me regardaient avec cette expression que j'avais déjà vue trop souvent. Un mélange de pitié et de soulagement. Pitié parce qu'elles savaient ce qui m'attendait peut-être. Soulagement parce que ce n'était pas leur numéro qui avait été appelé. On m'a escorté à travers le camp, entre les baraquements alignés comme des tombes géométriques, jusqu'à un bâtiment en pierre que je n'avais jamais vu de près. Les murs étaient épais, les fenêtres petites et grillagées. Un garde m'a poussé à l'intérieur, dans un couloir étroit qui sentait l'humidité et quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique et d'organique à la fois, du sang séché peut-être, ou de la peur incrustée dans les murs. J'ai été conduite dans une petite pièce au bout du couloir. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sourd qui a résonné dans mes os. Et c'est là que je l'ai vu. Lui, le commandant. Assis derrière un bureau en bois sombre, les mains croisées devant lui, le regard fixé sur moi avec une intensité qui m'a glacé le sang. Il n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il m'observait. Comme un scientifique observe un spécimen. Comme un chasseur observe une proie blessée. Puis, lentement, il s'est levé.
Il a contourné le bureau. Ses bottes résonnaient sur le sol de pierre. Il s'est approché de moi, si près que j'ai senti l'odeur de son eau de Cologne mêlée à celle du cuir de son uniforme. Et il a posé sa main sous mon menton, forçant mon visage vers le haut, m'obligeant à le regarder dans les yeux. Ses doigts étaient froids, fermes, et sa voix, lorsqu'il a finalement parlé, était calme, presque douce, comme s'il me faisait une faveur. « Tu veux vivre ?» m'a-t-il demandé en français. Un français parfait, sans accent, comme s'il avait étudié notre langue juste pour mieux nous briser avec nos propres mots. « Tu veux vivre, Éléonore ?» J'ai essayé de répondre, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Mon corps entier tremblait, mes genoux menacèrent de céder. Et dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Parce que je savais, à cet instant précis, que ma réponse déterminerait si je sortirais vivante de cette pièce, ou si mon corps serait jeté dans la fosse commune derrière le camp, avec les centaines d'autres qui avaient donné la mauvaise réponse. Il a souri, un sourire fin, calculé, dépourvu de toute humanité. « Je vais te donner un choix », a-t-il dit en retirant sa main de mon visage et en retournant s'asseoir derrière son bureau. « Tu peux mourir ici, maintenant, comme toutes les autres, ou tu peux te rendre utile, servir, obéir, et peut-être, juste peut-être, survivre jusqu'à la fin de cette guerre. » Il a marqué une pause, les yeux toujours fixés sur moi. « Mais comprends bien une chose. Si tu choisis de vivre, tu ne seras plus jamais celle que tu étais. Cette Éléonore-là est déjà morte. Ce que tu seras après, ce sera quelque chose d'autre, quelque chose de nécessaire, tu comprends ? » Je ne comprenais pas vraiment, mais j'ai hoché la tête, parce que c'était ce qu'il attendait. Parce qu'à 18 ans, face à un homme qui détenait le pouvoir de vie et de mort sur des centaines de personnes, on ne réfléchit pas. On survit. Il a sorti un papier de son tiroir, l'a posé devant moi, a tendu un stylo. « Signe ici », a-t-il dit. « C'est un document qui confirme que tu te portes volontaire pour travailler dans l'administration du camp. Tu aideras à trier les effets personnels des nouveaux arrivants. Tu enregistreras les noms. Tu feras ce qu'on te dit, quand on te le dit, sans poser de questions. En échange, tu auras une ration de nourriture légèrement supérieure. Un lit dans une baraque séparée. Et la promesse que tant que tu es utile, tu restes vivante. » J'ai pris le stylo. Ma main tremblait tellement que j'ai à peine réussi à tracer mon nom. Mais je l'ai fait. J'ai signé. Et à l'instant où l'encre a touché le papier, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose d'irréparable. Parce que je venais d'accepter de devenir complice. Pas par choix, pas par conviction, mais par peur, par instinct de survie. Et cette culpabilité, ce poids invisible, je le porte encore aujourd'hui, 62 ans plus tard. On m'a emmené dans une autre section du camp. Les baraquements ici étaient légèrement moins délabrés. Les prisonnières portèrent des brassards différents. Elles travaillaient dans les bureaux, dans les cuisines, dans les entrepôts où s'entassaient les biens volés aux déportés. Vêtements, chaussures, lunettes, montres, photos de famille. Tout ce qui restait de vies entières, empilé dans des caisses comme des déchets. Mon travail consistait à trier, à classer, à enregistrer. Chaque jour, des centaines de nouveaux arrivants franchissaient les portes du camp. Et chaque jour, je devais noter leurs noms, leurs âges, leurs origines, sachant pertinemment que la plupart d'entre eux ne survivraient pas à la semaine. Je voyais tout, les familles séparées sur la rampe d'arrivée, les enfants arrachés à leur mère, les vieillards jugés trop faibles pour travailler, dirigés immédiatement vers les bâtiments dont personne ne revenait. Je voyais, j'entendais, je savais, et je ne disais rien. Parce que dire quelque chose signifiait mourir, et je voulais vivre. Même si vivre dans ces conditions signifiait renoncer à une partie de mon humanité. Les autres prisonnières me regardaient différemment. Certaines avec envie, d'autres avec mépris. Elles savaient que j'avais été choisie par le commandant, que j'avais un statut particulier, et dans un endroit comme celui-là, où tout le monde se battait pour un morceau de pain supplémentaire, pour une couverture moins trouée, pour une journée de travail moins pénible, être privilégié signifiait aussi être haï. Je l'ai compris rapidement. Je me suis isolée, je ne parlais à personne. Je ne regardais personne dans les yeux. Je faisais mon travail. Je mangeais ma ration. Je dormais.
et je priais pour que tout cela se termine un jour. Mais le commandant n'en avait pas fini avec moi. Il me convoquait régulièrement dans son bureau. Pas pour m'interroger, pas pour me punir, mais pour parler. Oui, parler. Comme si nous étions deux personnes normales, ayant une conversation normale, dans un monde normal. Il me posait des questions sur ma vie d'avant, sur Rouen, sur ma famille, sur mes rêves, et moi, terrifiée, je répondais, parce que je ne savais pas ce qui se passerait si je refusais. Un jour, en décembre, alors que la neige commençait à recouvrir le camp d'un voile blanc trompeur, il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité, que je ne savais plus, que si Dieu existait, je ne comprenais pas comment il pouvait permettre un endroit comme celui-ci. Le commandant a souri. « C'est une bonne réponse », a-t-il dit. « L'honnêteté est rare ici. La plupart des gens mentent pour survivre. Mais toi, tu dis la vérité même quand c'est dangereux. C'est intéressant. » Et il m'a renvoyé, sans explication, sans menace, juste un sourire froid et un geste de la main. Je ne comprenais pas son jeu. Pourquoi me gardait-il en vie? Pourquoi me parlait-il comme si j'étais humaine, alors qu'il traitait les autres comme du bétail? Cette question me hantait, mais je n'osais pas la poser. Parce que connaître la réponse signifiait peut-être découvrir quelque chose de bien pire. Les semaines se sont transformées en mois. L'hiver de 1942 a été brutal. Le froid mordait la peau comme des milliers d'aiguilles. Les prisonnières mouraient par dizaines, chaque nuit, gelées dans leur lit de planches nues. Mais moi, j'avais une couverture. Moi, j'avais des chaussures qui ne prenaient pas l'eau. Moi, je survivais. Et chaque jour, cette survie me dévorait un peu plus de l'intérieur. Un matin de janvier, en 1943, le commandant m'a convoqué dans son bureau. Mais cette fois, ce n'était pas pour parler. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Un officier SS que je n'avais jamais vu, plus âgé, avec des décorations sur l'uniforme et un regard encore plus dur que celui du commandant. Il discutait en allemand, trop vite pour que je comprenne tout. Mais j'ai entendu mon numéro, 18 427, et j'ai entendu un mot qui m'a glacé le sang. Expérience. Le commandant s'est tourné vers moi. « Éléonore ?» a-t-il dit calmement. « On va te transférer, temporairement. Tu vas aider le docteur Muller dans ses recherches médicales. C'est un honneur. Peu de prisonnières ont cette opportunité. » Il a marqué une pause. « Tu feras exactement ce qu'il te dira. Tu ne poseras aucune question. Et tu ne parleras à personne de ce que tu verras là-bas. Compris ?» J'ai hoché la tête. Qu'aurais-je pu faire d'autre? On m'a emmené dans une autre section du camp, un bâtiment isolé entouré de barbelés supplémentaires. À l'intérieur, l'odeur était insoutenable. Un mélange de désinfectants chimiques, de sang et de quelque chose de sucré et pourri qui me soulevait l'estomac. J'ai été conduite dans une salle carrelée de blanc, éclairée par des lampes aveuglantes, des tables métalliques alignées, des instruments chirurgicaux et des corps de femmes, certaines encore vivantes, d'autres non, toutes dans un état qui défie toute description. Le docteur Muller était un homme petit, chauve, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air presque inoffensif. Presque. Mais ses mains étaient celles d'un boucher. Il m'a expliqué d'une voix clinique et détachée que je serais son assistante, que je préparerais les sujets, que je noterais les résultats, que je nettoierais après les procédures. Il appelait ça des procédures, comme si c'était de la science, comme si ce n'était pas de la torture déguisée en médecine. J'ai vu des choses dans ce bâtiment que je ne peux pas décrire, pas parce que je les ai oubliées, au contraire, parce qu'elles sont trop vivantes dans ma mémoire, trop réelles, trop insupportables. J'ai vu des femmes subir des interventions sans anesthésie, juste pour tester leur résistance à la douleur. J'ai vu des expériences sur la stérilisation forcée. J'ai vu des injections de substances inconnues dans des corps déjà brisés, juste pour observer ce qui se passerait. Et j'ai entendu les cris. Mon Dieu, les cris. Ils ne s'arrêtaient jamais. Je voulais vomir, je voulais fuir, je voulais mourir, mais je restais. Parce que le docteur Muller m'avait prévenu. Si tu refuses, tu prendras leur place sur la table. Et je l'ai cru. Alors j'ai continué. J'ai nettoyé le sang. J'ai noté les chiffres.
J'ai fermé les yeux sur l'horreur et j'ai survécu. Encore une fois, au prix de mon âme. Un soir, après une journée particulièrement atroce, le commandant est venu me chercher. Il m'a ramené dans son bureau, m'a fait asseoir, a posé un verre d'eau devant moi. « Tu tiens le coup ?» m'a-t-il demandé, comme s'il se souciait réellement, comme si je n'étais pas là uniquement parce qu'il m'y avait mise. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée, mes mains tremblaient. Il s'est penché vers moi, a posé sa main sur mon épaule. Un geste presque paternel, presque tendre. « Tu es forte, Éléonore, » a-t-il murmuré. « Plus forte que tu ne le penses. C'est pour ça que je t'ai choisie. Tu survivras à tout ça, et quand la guerre sera finie, tu seras libre. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, creuse, comme si tout ce qui faisait de moi Éléonore Vasselin avait été arraché, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille obéissante. Une machine qui exécutait des ordres sans penser, sans ressentir, parce que ressentir aurait été insupportable. Les mois ont passé, printemps, été, automne. En 1943, les rumeurs ont commencé à circuler dans le camp. Les Alliés gagnaient du terrain. Les Allemands reculaient sur le front de l'Est. La guerre ne durerait peut-être plus très longtemps. Ces rumeurs apportèrent de l'espoir aux prisonnières. Mais moi, elles me terrifiaient, parce que je savais ce que les nazis faisaient quand ils se sentaient menacés. Ils effaçaient les preuves, ils brûlaient les documents, ils éliminaient les témoins, et j'étais un témoin. En novembre 1943, le docteur Müller a disparu du jour au lendemain. Aucune explication, juste une absence soudaine. Le bâtiment médical a été vidé, nettoyé, comme si rien ne s'y était jamais passé. On m'a renvoyé à mes anciennes tâches administratives. Mais quelque chose avait changé. Le commandant me regardait différemment, avec méfiance, comme si j'étais devenu un problème à résoudre. Un soir de décembre, on est venu me chercher dans mon baraquement, pas pour le bureau du commandant, pour les cellules d'isolement, de petites cages en béton, sans fenêtres, sans lumière, sans chauffage. On m'y a enfermé sans explication. J'y suis resté 3 jours. 3 jours dans le noir absolu, sans nourriture, sans eau, sans savoir si j'allais en sortir vivante. J'ai cru devenir folle, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai supplié, mais personne n'est venu. Puis, au 3e jour, la porte s'est ouverte. Le commandant était là, silhouette noire découpée dans la lumière aveuglante du couloir. « Debout », a-t-il ordonné. Je me suis levée, chancelante, désorientée. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Tu as vu trop de choses, Éléonore. Beaucoup trop. Mais tu m'es encore utile. Alors je vais te donner une dernière chance. Tu vas être transférée dans un camp de travail à l'Est. Si tu survis au voyage, tu vivras. Si tu parles un jour de ce que tu as vu ici, je te retrouverai, même après la guerre. Même si ça me prend des années. Et je te tuerai moi-même. C'est clair ? » C'était clair. Parfaitement clair. Le transfert a eu lieu en janvier 1944. On m'a entassé avec une 50aine d'autres prisonnières dans un wagon à bestiaux. Pas de siège, pas de toilette, pas de chauffage. Juste un seau au milieu et des corps serrés les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. Le voyage a duré 5 jours. Beaucoup n'ont pas survécu. Leurs corps sont restés debout, coincés entre nous, jusqu'à ce qu'on ouvre enfin les portes et qu'ils s'effondrent sur le quai gelé. Le nouveau camp était encore plus brutal que le précédent. Un camp de travail forcé dans une usine d'armement. 12 heures par jour à assembler des pièces métalliques dans une chaleur étouffante l'été, un froid mortel l'hiver. Les rations étaient encore plus maigres, les gardes encore plus violents. Mais étrangement, j'ai préféré cet enfer-là, parce qu'ici, au moins, je n'étais qu'un numéro parmi d'autres. Personne ne me connaissait, personne ne savait ce que j'avais fait, ce que j'avais vu. Je pouvais disparaître dans la masse, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai survécu, j'ai arrêté de penser, j'ai arrêté d'espérer. Je suis devenue une machine, une coquille vide qui respirait, mangeait, dormait, travaillait. Rien de plus.
parce que c'était la seule façon de ne pas devenir folle. La guerre s'est terminée en mai 1945. Les Alliés ont libéré le camp. Je me souviens des soldats américains entrant, le choc sur leur visage en nous voyant. Squelettes vivants, fantômes en haillons. Certaines prisonnières ont pleuré de joie. D'autres sont mortes dans les heures qui ont suivi, leur corps trop affaibli pour supporter le soulagement. Moi, je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse, juste un vide immense. On m'a soigné dans un hôpital militaire, on m'a nourri, on m'a redonné des vêtements propres, on m'a demandé mon nom, et pour la première fois en 3 ans, j'ai dit « Éléonore Vasselin » au lieu d'un numéro. Mais ce nom ne voulait plus rien dire, parce que la Éléonore qui était entrée dans ce camp en 1942 n'existait plus. Je suis rentrée à Rouen en juin 1945. Ma mère était morte pendant la guerre, mon père aussi. Notre appartement avait été occupé par quelqu'un d'autre. Je n'avais plus de maison, plus de famille, plus de vie à reprendre. Alors j'ai fait ce que beaucoup de survivants ont fait. J'ai menti. J'ai dit que j'avais travaillé dans une usine allemande, que j'avais été déportée pour le travail obligatoire. Rien de plus. Je n'ai jamais parlé du camp, du commandant, du docteur Muller, des expériences, de ma collaboration forcée. Jamais. J'ai reconstruit une vie. Je me suis mariée en 1948 avec un homme bon qui ne posait pas de questions. Nous avons eu 2 enfants. J'ai travaillé comme couturière, comme ma mère avant moi. J'ai fait semblant d'être normale, heureuse, vivante. Mais la nuit, dans le silence, les souvenirs revenaient. Les cris, les visages, la voix du commandant. « Tu veux vivre ?» Et ma réponse silencieuse, encore et toujours, oui, même au prix de mon humanité. Oui. Pendant des décennies, j'ai gardé le silence. Mais en 2004, une historienne française spécialisée dans les témoignages de survivants m'a contactée. Quelqu'un avait mentionné mon nom dans des archives. Elle voulait m'interviewer. J'ai d'abord refusé. Puis, j'ai accepté, parce que j'avais 78 ans. Parce que je savais que je n'avais plus beaucoup de temps. Et parce que j'ai réalisé que si je mourais sans parler, toutes ces femmes dont j'avais noté les noms, tous ces visages que j'avais vus disparaître, mourraient une 2e fois, dans l'oubli. Alors j'ai parlé. Pour la première fois, j'ai raconté tout. Le commandant, l'ultimatum, les expériences, ma complicité forcée, ma survie honteuse. Et en parlant, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Parce que porter ce secret pendant 62 ans, c'était comme porter un cadavre sur mes épaules. Et enfin, je pouvais le déposer. L'historienne m'a demandé si je regrettais d'avoir survécu. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Puis j'ai dit la vérité. Non. Je ne regrette pas d'avoir survécu. Parce que ma survie, aussi coupable soit-elle, a permis que cette histoire existe. Que ces noms ne soient pas totalement oubliés. Que quelqu'un, quelque part, sache ce qui s'est réellement passé dans ce camp. Pas la version officielle, pas les statistiques froides, mais la vérité humaine, sale, complexe, insupportable. Je suis morte en 2012 à l'âge de 86 ans, dans mon sommeil. Paisiblement, m'a-t-on dit. Mais je ne sais pas si on peut vraiment mourir paisiblement quand on a vécu ce que j'ai vécu, quand on a fait ce que j'ai fait, quand on a survécu en acceptant l'inacceptable. Mais j'ai laissé ce témoignage, ces mots, cette vérité. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous me plaigniez, ou pour que vous me jugiez. Je vous la raconte pour que vous sachiez, pour que vous n'oubliez jamais. Parce que l'histoire n'est pas faite que de héros et de monstres. Elle est faite de gens ordinaires, comme moi, placés dans des situations extraordinairement horribles et forcés de choisir entre vivre et mourir, entre trahir et disparaître, entre collaborer et résister. Et parfois, la réponse n'est pas claire. Parfois, il n'y a pas de bon choix. Juste des choix impossibles, des choix qui vous brisent, peu importe celui que vous prenez. Alors je vous pose la même question qu'il m'a posée ce jour-là, dans cette pièce froide et sombre, il y a 80 ans. La question qui a divisé ma vie en 2. Avant et après. Tu veux vivre? Et si oui, à quel prix? Cette histoire n'est pas un simple témoignage du passé. C'est un miroir tendu vers chacun d'entre nous. Éléonore Vasselin a survécu en acceptant l'inacceptable,
en obéissant quand chaque fibre de son être voulait résister, en restant silencieuse quand sa conscience hurlait. Elle a porté cette culpabilité pendant 62 ans, se demandant chaque jour si elle avait eu raison de choisir de vivre. Mais sa survie, aussi douloureuse soit-elle, a permis que cette vérité existe, que ces noms ne soient pas totalement oubliés, que l'horreur ne soit pas effacée par le temps et par ceux qui préféreraient que nous détournions le regard. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui croit connaître l'histoire. Nous avons vu des films, lu des livres, visité des musées. Mais l'histoire n'est pas faite uniquement de héros qui ont résisté jusqu'à la mort, ni uniquement de monstres qui ont donné des ordres. Elle est faite de milliers d'Éléonore, de gens ordinaires, coincés entre l'instinct de survie et l'impossibilité morale de certains choix, de femmes et d'hommes qui ont dû répondre à la question « Tu veux vivre ?» sans savoir que cette réponse les hanterait pour toujours. Et c'est précisément cette complexité, cette zone grise insupportable que nous devons comprendre. Parce que c'est là que réside la véritable leçon de l'histoire. Il est facile de juger depuis notre confort, de dire ce que nous aurions fait à leur place, de croire que nous aurions été différents, plus courageux, plus justes. Mais la vérité est que personne ne sait comment il réagirait face à un ultimatum qui offre la vie au prix de l'humanité. Personne ne sait s'il choisirait la mort héroïque ou la survie honteuse. Et c'est précisément pour cela que ces récits doivent continuer d'être racontés. Non pas pour glorifier ou condamner, mais pour nous rappeler notre propre fragilité. Pour nous rappeler que l'extraordinaire brutalité commence toujours par des choix ordinaires, des silences accumulés, des complaisances progressives. Éléonore a parlé en 2004, à 78 ans, brisant un silence de 6 décennies. Elle l'a fait non pas pour obtenir du pardon, mais pour transmettre une responsabilité, la responsabilité de se souvenir, la responsabilité de questionner, la responsabilité de ne jamais croire que cela ne pourrait plus arriver aujourd'hui, parce que l'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière, mais les mécanismes qui permettent l'horreur, eux, sont toujours présents. La déshumanisation progressive, l'obéissance aveugle, la peur qui paralyse, le choix entre sa propre survie et celle d'un inconnu. Ces mécanismes n'ont pas disparu. Ils attendent simplement les bonnes conditions pour ressurgir. Si ce documentaire vous a touché, si l'histoire d'Éléonore a résonné en vous, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres témoignages comme celui-ci continuent d'exister et de traverser les frontières, les générations, les langues. Activez la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles histoires seront publiées. Car chaque vue, chaque partage, chaque commentaire est un acte de résistance contre l'oubli. C'est une façon de dire « Je me souviens, je témoigne, je refuse que cela disparaisse ». Et dans un monde où l'attention est fragmentée, où l'histoire risque de devenir un simple contenu parmi d'autres, ce geste a une valeur immense. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous regardez cette vidéo et surtout, partagez ce que ce témoignage a éveillé en vous. Une question, une émotion, une réflexion. Parce que c'est dans cet échange, dans cette conversation collective, que la mémoire reste vivante. Éléonore Vasselin est partie en 2012. Mais tant que quelqu'un écoute son histoire, tant que quelqu'un la transmet, elle continue de vivre. Et avec elle, toutes ces femmes dont elle a noté les noms, tous ces visages qu'elle a vus disparaître, toutes ces vies qui auraient pu sombrer dans l'oubli absolu. Alors posez-vous la question qu'elle a portée toute sa vie, non pas pour trouver une réponse facile, mais pour comprendre la complexité insoutenable de l'existence humaine face à l'extrême. Si vous étiez à sa place, dans cette pièce glacée, face à un homme qui détenait le pouvoir de vie et de mort, que répondriez-vous? Tu veux vivre? Et si oui, à quel prix seriez-vous prêt à payer pour cette survie? Cette question n'exige pas de réponse définitive. Elle exige de l'humilité, de la compassion. Et surtout, elle exige que nous restions vigilants, conscients, humains, parce que c'est notre seule protection contre la barbarie. Se souvenir, comprendre, et ne jamais, jamais oublier.